Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Voilà, on a fait le tour des tiers. Vous avez eu trois belles vidéos avec invités spéciaux. Il y a eu Aaron Sell tout d'abord, puis Maximilien Leliard de Squeak. Le dernier épisode, on était qu'entre nous, mais finalement, on s'est dit, on devait quand même vous offrir un petit bonus, un petit bonbon. Il nous fait le plaisir d'être là. Il est vice-champion olympique. Il a été champion d'Europe avec le Real Madrid. C'est Peter Corneli qui a rejoint Monaco cet été. Et Peter, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Merci de m'accueillir ici. Bah, merci à toi. Pour Ouais, m'accompagner et c'est pour clair. nous accompagner, il y a Damien. Damien, comment ça va? Impeccable. Hyper content de pouvoir discuter avec Peter et pas simplement de basket parce que c'est là-dessus où moi ça va vraiment piquer mon attention. C'est ce qu'il a un peu autour de lui dans sa vie de tous les jours. Et c'est aussi une partie importante parce qu'il arrive à lier les deux et j'ai hâte de pouvoir en discuter. Bah, sans transition, est-ce que tu veux te lancer pleinement dedans sur cette partie de notre ami Peter, qui est d'ailleurs, des vidéos, pour le coup, c'est qualité et c'est hyper intéressant en tout cas. Je tiens à te le dire. C'est gentil, merci. Ouais. Ça c'est Donc vraiment oui, bah, grâce à Toto et à Biprod. Voilà, petit big up à lui parce que franchement ils font un sacré travail surtout en termes de montage et de prise de vue. Donc big up à eux. bah justement, on va y venir. Donc, tu es, sur YouTube depuis quelques années maintenant. C'était du vlog voyage principalement, de ce que j'ai vu. Pas mal de jolies destinations. Mais depuis quelques mois, pas loin d'un an, tu as développé une version autour de toi, de ton expérience NBA Europe, de ton process, tes choix. Tu touches à la préparation physique, psychologique, des conseils motivation, etc. Du coup, bah, quand et comment t'es venu un peu cette idée de te lancer sur du contenu web et qui touche à la fois ta vie personnelle et professionnelle? Alors, comme tu le dis, moi, ça fait déjà plusieurs années que je fais du contenu sur YouTube. Alors, plus sur de la vidéo de voyage au départ, parce que c'est vraiment ça qui m'inspirait. C'est comme ça que j'ai commencé à être passionné par toute la partie photo, vidéo, etc. Donc, j'ai commencé un peu comme tout le monde, je dirais, avec une pauvre petite GoPro et un logiciel de montage. Et voilà, on fait des montages un peu à l'arrache et ça roule. Et puis après, peu à peu, j'ai commencé à acheter un peu plus de matos. Ça m'intéressait à plus la technique, etc. Et ça a toujours été en fait une volonté pour moi de pouvoir justement partager la vie de sportif professionnel dans des vidéos. Et malheureusement, j'ai toujours eu un peu cette comment ça va être reçu, etc. Et puis bon, il y avait aussi un côté logistique, donc voilà, parce que ça prend du temps de faire des montages. Donc voilà, c'était un peu tout ça. Et puis là, il y a un an, j'ai dit bon, ouais, écoute, c'est quoi, je me lance. En plus là, je commence à avoir vraiment des choses à raconter. Ça va vraiment être intéressant, que ce soit mon expérience en NBA, que ce soit mon expérience au Real Madrid, etc., etc. Et je voulais le faire vraiment d'une façon où on pourrait me suivre tout au long de la saison. Donc voilà, je suis pas toujours hyper assidu. C'est pas encore vraiment bien timé, on va dire, mais voilà, j'essaie d'avoir du contenu qui est assez récurrent, je dirais, et de pouvoir partager un maximum de choses de ma saison, que ce soit donc sur la partie basket, comme tu disais, que ce soit sur plus du lifestyle, du perso, de la motivation, voilà, vraiment tous les aspects, en fait, je dirais. L'objectif, c'est d'aborder vraiment tous les aspects de ce que c'est d'être moi, déjà, et d'être un sportif professionnel, je dirais. Voilà. Ouais, c'est top. Justement, là, tu dis, donc tu as fait différentes étapes dans tes vidéos que tu marques, c'est sûrement des moments importants dans ta carrière. Tu exprimes beaucoup ton ressenti durant les vidéos et je me demandais, est-ce que faire ce type de vidéo-là te permet à toi d'être un peu dans un processus de, je veux dire, d'autopsychanalyse et t'aider à dépasser ces difficultés ou est-ce que bah, c'est déjà toi de ton côté, tu fais déjà ce travail-là, tu es déjà peut-être suivi avec un préparateur physique, et que du coup, c'est vraiment dans l'idée de transmettre. Je voulais savoir un peu quel était le rapport dans ces vidéos. Alors, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que la première des choses, j'en ai pas parlé là tout à l'heure, mais pourquoi j'ai vraiment commencé aussi ces vidéos-là sur le côté motivation, surtout parce que ça, c'est vraiment une part que je vais beaucoup aborder dans mes vidéos. Pourquoi j'ai démarré sur ce côté-là, c'est simplement parce que moi, à la base, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré. C'est-à-dire que je suivais beaucoup de personnes sur YouTube, même des chaînes, etc., qui partager des conseils et que ce soit pas forcément dans le basket et je dirais même pas forcément dans le sport. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré. Et pour moi, l'objectif, c'était de faire la même chose, de pouvoir inspirer les gens, de pouvoir justement partager
que ce soit le côté mental des choses ou ce que je fais en réalité vraiment dans la vie de tous les jours par rapport au basket, etc., pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, etc. Donc voilà, j'avais vraiment cet état d'esprit-là. Et, euh, et ensuite, je pense que non seulement il y a une possibilité de pouvoir inspirer les autres avec ce qu'on fait, mais le fait aussi d'en parler, ça force aussi à faire. C'est-à-dire que si demain je dis, bah voilà, là je me lève tous les matins, je me lève à 6 heures du matin, je fais ça, 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 je peux pas juste le dire. Maintenant je l'ai dit, je suis encore plus obligé entre guillemets de le faire. Donc ça permet aussi de montrer au grand jour entre guillemets tout le travail que j'essaie de mettre en place et d'une autre part en fait de me servir finalement de toutes ces personnes-là qui vont regarder, qui vont suivre, qui vont s'inspirer de ça pour me dire bah voilà, ces personnes, c'est presque comme si elles comptaient sur moi pour faire ce travail et continuer ce travail parce que je leur dis que je fais ça. Donc il faut que je le fasse en retour. Je peux pas dire faire du blabla et derrière je fais rien. Donc je pense que ça se sert un peu des deux côtés et surtout j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, on entend beaucoup de légendes un petit peu dans le basket, de, ah, lui, il a une éthique de travail incroyable, ah, il faisait ça, machin, les histoires à la Kobe, il se lève à 3 heures du matin, il va faire ses shoots, etc. Bah, voilà, on entend beaucoup de ça, mais finalement, que ce soit des coéquipiers plus jeunes, ou même des jeunes qui jouent au basket, ou même dans d'autres sports, des fois, ils vont te demander, bah ouais, tu fais quoi en fait en réalité? Genre, c'est quoi le process? Parce que eux, en fait, ils ont aucune idée de comment faire ça. Je veux dire, un jeune joueur, Kobe, il a shooté à 3 heures du mat, etc. Le mec, il peut pas faire ça. Sa salle, elle est fermée, il y a personne qui va venir. Ça se trouve, il a même pas le permis il peut pas conduire. Enfin, il n'a pas la possibilité en fait de faire ça. Donc, je pense que c'est aussi l'occasion de pouvoir montrer des choses que moi je fais dans la vraie vie en faisant, en ayant une saison Euroleague, donc avec beaucoup de matchs. Parce qu'encore une fois, ce qu'on fait pendant l'été et ce qu'on fait pendant la saison, c'est très différent. Nous, on n'est pas comme aux États-Unis où c'est vrai que aux États-Unis, moi j'ai fait une saison à Denver. Si t'es pas en playoff, tu finis la saison en avril et tu recommences en réalité en octobre seulement, tu vois. Donc t'as une intersaison qui est extrêmement longue, donc t'as beaucoup de temps pour travailler. En Europe, ça n'existe pas. Tu finis la saison, si t'es dans une équipe qui est un peu compétitive, tu finis la saison en juin, tu reprends mi-août. Donc et là-dedans, il faut que tu cales un petit peu de vacances, un petit peu de repos et ton travail et potentiellement de l'équipe de France si t'as de l'équipe de France. Donc ce que tu te rends compte, c'est que tu es obligé de travailler, d'essayer de trouver des moments pour travailler pendant la saison. Et ce qui est important, c'est pas le travail que tu fais pendant l'été, sur une courte période finalement. C'est plus le travail que tu vas faire tous les jours. Ne serait-ce que venir 20 minutes avant l'entraînement pour faire un petit peu des gammes, parler avec l'assistant coach, dire voilà, je vais travailler sur ça, 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 tous les jours avant l'entraînement. Bah, ces 20 minutes, elles vont se cumuler. Tu vois. Et si tu fais ça 300 jours dans l'année, et bah, tu fais 300 fois 20 minutes, ça fait énormément de temps, tu vois, au final. Donc, voilà, c'est essayer de donner vraiment, justement, tous ces petits tips, toutes ces petites choses que bah certaines personnes ne voyaient pas, ne voient pas et ne voyaient pas, et que moi-même je ne voyais pas quand j'étais plus jeune. On me disait ouais travaille plus, mais c'était tellement flou en fait pour moi, je voyais pas quelles étaient les options finalement en fait. Et en fait en réalité c'est des choses très simples et c'est pour ça que j'essaie comme dit de le partager et de pas que partager donc cet aspect vraiment pratique, mais aussi bah, tout l'aspect mental qui vient derrière ça parce que c'est la base de tout. Le mental, c'est vraiment la base de tout. Et c'est un apprentissage, en fait. On nous vend encore une fois aussi beaucoup que ah, il est né avec cette mentalité, mais c'est pas vrai. Il y a personne qui est né avec une mentalité de tueur, en fait. Ça n'existe pas. Tout le monde l'a créé, en fait, au fur et à mesure des expériences qu'il a eues. Et moi, j'étais un flemmard comme pas possible avant. Et aujourd'hui, je suis sûrement un des mecs qui bosse le plus dans chaque équipe où j'étais. J'étais à chaque fois le mec qui bossait le plus depuis 3-4 ans. Donc, je suis devenu ça. Mais maintenant, c'est comprendre quel a été le process pour bah, arriver à là et comment d'autres personnes peuvent le créer aussi. Et puis après, c'est non pas seulement travailler beaucoup, mais c'est aussi bah, réussir à faire en sorte de progresser parce que on peut travailler énormément, mais si ça nous emmène nulle part, ça sert à rien. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Et je pense que voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à partager. Et voilà, essayer de faire gagner un maximum de temps, un maximum de ouais de faire perdre un minimum de temps aux gens en fait dans leur quête de progression. Ouais, c'est top. Parce que notamment, tu parles de ta vie et de comment tu mets ça en place. Mais dans les dernières vidéos que tu as préparées, que tu as postées, tu as toute la partie départ de Madrid, arrivée à Monaco, préparation physique. Euh, mais aujourd'hui, tu es donc jeune papa, Ouais, enfin, basketteur.
youtubeur, on va dire. Donc c'est un peu comme nous, alors, on a le haut niveau en moins. Mais comment est-ce que tu le vis? Comment tu gères un petit peu tout ça? Je dirais que c'est des challenges supplémentaires à chaque fois. Voilà, c'est-à-dire que à chaque fois que ça change, à chaque fois que les choses changent, que la situation change, c'est à chaque fois un nouveau challenge. Ça a été un challenge quand je suis parti de Pau et que je suis arrivé en NBA, passer de un match par semaine où sincèrement à Pau j'avais les meilleures conditions possibles qu'on peut imaginer. Une salle accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des coachs et des préparateurs physiques, mais accessible pareil, presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc j'ai vraiment les conditions idéales pour travailler un maximum. Je suis arrivé en NBA où on peut se dire qu'il y aurait les conditions optimales aussi, sauf que tu as une saison avec 80 matchs. Donc beaucoup moins de temps pour travailler, beaucoup de voyages et ça a été très difficile à gérer. Il a fallu à chaque fois trouver des choses. Pareil en arrivant à Madrid, beaucoup de matchs. Là pour le coup, les conditions de travail c'était plus compliqué, pas accès tout le temps à la salle, pas autant de d'assistants coach pour faire le travail individuel, etc. qu'on aurait voulu. Là pareil en arrivant à Monaco, c'est encore une autre chose. Et puis bah maintenant je suis papa, donc c'est encore autre chose. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là et à chaque fois en fait c'est un nouveau challenge et c'est trouver à chaque fois des petites choses pour faire en sorte que ça marche, quoi. Et c'est jamais simple. Et je pense que chacun a sa situation personnelle. Mais voilà, comme je disais, c'est démarrer au début, il faut démarrer petit. C'est là où ça m'a fait bizarre, sincèrement, c'est quand je suis parti de Pau, où je travaillais, mais c'était n'importe quoi. Le travail que je faisais à Pau, c'était vraiment incroyable. On avait une quantité de travail et une qualité de travail en plus qui était vraiment folle. Et quand je suis arrivé en NBA, là, ça m'a fait un gros choc parce que j'ai vraiment eu l'impression que d'un coup, je faisais plus rien. C'est-à-dire que on était tout le temps en déplacement. J'avais pas forcément accès aux salles. À un moment donné, j'avais même payé, je crois, presque 200 $ au total pour aller prendre un Uber à San Antonio avec la coach, trouver une salle, payer la salle, etc. pour m'entraîner, pour workout tellement parce que nous, la salle, elle avait été, on n'avait pas entraînement, donc on n'avait pas le créneau. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Et ça m'avait vraiment fait un choc. Et mentalement, ça avait été difficile parce que d'un coup, je passais d'un truc où je travaillais énormément et où j'avais ce truc de me dire, quoi qu'il arrive, je sais que je bosse et je sais que je progresse et je sais que j'avance. À passer d'un truc où bah tu joues moins, enfin tu joues plus même du tout, tu t'entraînes pas, donc t'as l'impression que tu fais rien en fait, tu vois. Et ça a été difficile mentalement. Et donc voilà. Et donc par rapport à ça, c'est de réussir à trouver à chaque fois ok, je me remets à zéro, je remets des petites choses en place et je vais construire mon travail. C'est comme ce que je disais dans la dernière vidéo où je parlais un peu de la préparation et que je construisais justement ma prépa, ma saison, etc. C'est parce que bah voilà, tu construis ça. Tu peux pas passer de tu fais pas grand-chose à d'un coup tu vas faire un maximum de travail. À Pau, quand je suis arrivé vraiment au maximum de ma capacité de travail, vraiment à un moment donné, c'était fou. J'y suis pas arrivé d'un coup. Au début de saison, on a construit petit à petit. Voilà, on fait un entraînement par là, on rajoute 10 minutes par là, 15, 20, etc. Et puis peu à peu, déjà d'une, ton corps, il est capable d'encaisser plus parce que bah, il a l'habitude de s'entraîner plus. Et même mentalement, t'as aussi, tu es capable d'encaisser plus, tu vois. Donc, parce que comme dit, si tu pars comme une balle, tu te dis vas-y, je vais me taper 3 entraînements par jour, muscu, etc. Bah, rentrer à la maison, faire regarder des vidéos de basket, regarder les matchs le soir, etc. Au bout d'une semaine, c'est pour exploser, ça sert à rien. Il vaut mieux commencer, voilà, tranquillement, tac, construire, et puis monter tout au long de la saison, et derrière t'exploses, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est à chaque fois comme je dis, c'est des petits challenges à chaque fois, c'est réussir à faire en sorte que ça marche, et ce qui est important aussi, surtout dans des situations comme la mienne, et enfin comme beaucoup de basketteurs hein, de toute façon, c'est de d'avoir un entourage aussi qui comprend les objectifs qu'on peut avoir et réussir à trouver une certaine synergie. Parce que c'est sûr que si l'entourage comprend pas, que ma femme si elle me disait ah non là juste après l'entraînement il faut que tu sois rentré, tu t'entraînes à midi, à 14 heures je sais que vous avez fini, à 14h15 je veux que tu sois à la maison, bah, ça peut pas marcher. Donc voilà, mais ça c'est pareil, je pense que c'est un apprentissage aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai vu aussi le shift chez ma femme, pour le coup. Elle a vu qu'à un moment donné, j'avais vraiment un objectif. Genre, j'avais vraiment un objectif qui était clair et que je mettais des choses en place pour atteindre cet objectif. Et, et encore une fois, à Pau, elle s'est vraiment mis avec moi dans ce truc-là. Alors, on n'avait pas d'enfant à l'époque, c'est pour ça que je dis que j'avais la situation idéale. Mais elle s'est vraiment mis avec moi pour faire en sorte que je réussisse mon objectif à fond. Et mon objectif, je l'ai pas réussi, on l'a réussi ensemble.
C'est-à-dire que enfin, je sais pas, c'était tout un truc en fait où vraiment tout était orienté dans le foyer familial, tout était orienté pour cet objectif-là. Et c'est pas un hasard si au final l'objectif a été atteint. Donc voilà, c'est un tout, mais encore une fois, ça se construit, tout ça se construit et il faut pas se dire regarder un autre et se dire tout de suite regarde pas la saison que j'ai fait à Pau et comment je travaille et se dire ah vas-y il faut que je sois là, enfin dès demain il faut que je sois à ce niveau-là de d'engagement et de travail et de mindset etc. C'est pas possible, ça se construit encore une fois. Si je peux rebondir, Dame, tu as parlé justement de ton passage en NBA par rapport à cette dose de travail, mais en plus, si je me trompe pas, tu étais en two-way contract. Ouais, Ça doit être encore une organisation différente de se partager entre la NBA et la G-League. Donc j'imagine qu'en termes ouais. d'entraînement, en termes de continuité, etc., ça doit être encore l'enfer. C'était c'était j'ai pas envie de dire un enfer parce que c'était une expérience, mais c'était particulier. Tu arrives en NBA, en fait c'est surtout comment c'est construit. C'est-à-dire que déjà j'ai pas vraiment eu d'été pour me préparer parce que c'était là il y avait les JO. Donc je suis revenu, je me suis préparé comme je pouvais. Je suis allé à Levallois, on s'est entraîné avec des gars, etc. Voilà, j'ai fait un peu ce que je pouvais, mais j'ai pas eu l'entraînement que je voulais avoir. En même temps, j'étais un petit peu sur le départ parce que c'est-à-dire que j'attendais mon visa pour partir aux États-Unis. Et il pouvait arriver d'un jour à l'autre, mais ça a mis du temps. Et du coup, au final, j'ai pas pu organiser en fait mon entraînement comme je voulais, dans la mesure où j'étais à chaque fois en train de me dire, ça se trouve demain je pars quoi. Donc voilà. Après, une fois que je suis arrivé aux États-Unis, donc le training camp il commençait que toute fin septembre. Je suis arrivé aux États-Unis mi-septembre, le 12 septembre si je dis pas de bêtises. J'arrive là-bas, donc bon là je commence un peu à m'entraîner, on fait des pick-up, tout ça, donc ça c'était pas mal. Et après, en fait, la saison, elle commence très rapidement. Et donc, là, je suis quand même une assez longue période avec la NBA, avec l'équipe NBA. Sauf que je joue pas. Je joue pas, comme on peut un peu s'y attendre pour un toué. Je joue pas. Et du coup, et tu t'entraînes pas non plus énormément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs. Je suis toujours demandeur de plus, de plus, de plus. Là, c'est quand tu me dis, ouais, non, tranquille, etc. On a beaucoup de joueurs à gérer. Et puis, à la fois, faut que tu sois prêt quand tu vas avoir ta chance, etc. Enfin, tu vois, on te dit des trucs comme ça. Et bon, tu veux toujours faire plus, mais au final, t'es quand même pas mal limité. Et puis avec tous les voyages, c'est encore plus compliqué. Et du jour au lendemain, on t'appelle, bon bah là, tu vas en G-League. Tu pars avec la G-League. Et là, d'un coup, tu te mets à jouer 30-35 minutes par match, tous les matchs, sauf que tu joues tous les 2 jours. Tu vois, je me souviens qu'on avait un enchaînement de 4 matchs avec un jour de repos entre chaque match. Premier match, bon, ça se passe, mais je suis un peu cramé. Deuxième match, je suis explosé. Troisième match, je suis archi explosé. Quatrième match, je me dis, je sais, le soir du troisième match, je me dis, je sais pas comment je vais jouer le quatrième match. J'étais tellement cramé, genre physiquement, j'étais tellement à la ramasse que je me suis dit, je sais pas comment je vais jouer le quatrième match. Et là, ce soir-là, je, je sais pas qui c'est qui a écouté, mais il y a mon agent qui m'appelle pour me dire, bon, bah, finalement, demain, tu repars avec la NBA, donc tu joues pas le prochain match. Et là, j'étais content parce que j'étais tellement cramé que c'était même pas possible. Et donc voilà, et donc je repars, et là à nouveau bah tu joues pas, et tu repars, enfin c'est que des allers-retours comme ça, et tu passes un coup où tu joues énormément, et du coup physiquement c'est hyper demandeur, à un autre moment où tu joues pas du tout, tu vois. Et donc en fait t'as du mal à prendre un rythme, tu vois. C'est ça aussi qui, encore une fois je reviens là-dessus, mais à Pau c'était facile parce que le rythme il était toujours très constant. Les semaines c'était les mêmes. Tu fais un match par semaine, tu sais que tu vas jouer le samedi, au pire tu vas jouer une fois le dimanche, rarement, mais la semaine ça va toujours être la même. Donc c'est à dire que tu sais après 2 semaines, tu sais que voilà, le lundi, enfin le dimanche tu vas être off, le lundi tu fais 2 entraînements, le mardi allez tu vas te dire vas-y je me fais une grosse journée, tu fais 3 entraînements dans la journée, le mercredi tu fais un, tu vois, tu sais comment ta semaine elle va avancer et tout est clair et tu peux construire ta semaine. Là il y avait plein de tout ça. D'un coup tu joues tous les 2 jours, après tu joues tu vas avoir 2 jours off, après enfin, tu vois, les semaines, elles ont rien à voir entre les unes et les autres, et même en Euroleague, c'est un peu pareil. T'as des semaines où tu vas avoir 3 matchs, t'as des semaines où tu vas avoir 2 matchs. Et, voilà. Donc c'est très difficile de prendre un rythme, en fait. Et ça, par rapport au travail, surtout quand tu commences vraiment un peu à essayer de mettre des choses en place, c'est très compliqué à gérer. Ce côté, il faut vraiment s'adapter tout le temps. Donc voilà, ça a été, ouais, ça a été une des parties qui a été très très compliquée. Et comme dit, le pire dans tout ça, c'est que je suis passé vraiment de un opposé à l'autre. C'est-à-dire de ta semaine tranquille, à un match par semaine, à complètement l'autre opposé, où d'un coup, en une semaine, tu peux te choper 4 matchs, tu vois. Donc, ouais, ça a été difficile.
C'est ouf. Là, et je repense du coup à tous ces enchaînements, parce que pour tes vidéos, tu as besoin de contenu aussi. Comment tu arrives à caler en plus de toute cette programmation? Donc là, maintenant, tu as familial, pro, YouTube et tout, mais il te faut du contenu, il te faut des séquences. Ouais. Comment tu fais pour caler tout ça? Du coup, tu as une équipe, tu disais, tu parlais d'une équipe tout à l'heure. Ouais. Comment t'organises tout ça? Alors, pour ce genre de vidéo, j'ai vraiment commencé à Madrid, du coup, parce que du coup, j'avais une connaissance, un bon ami d'ailleurs, Vincent Poirier, qui était en fait dans ce domaine-là, un petit peu vidéo, contenu digital, on va dire. Et donc, il habitait à Madrid aussi. Et du coup, ça s'est fait comme ça à la base. Et voilà, je lui ai dit, bon, écoute, il y a certains moments où tu viens l'après-midi et puis on shoot deux, trois contenus, etc. Et en vrai, ça se fait bien. C'est-à-dire que il faut juste, des fois, tu sais, t'as la flemme, t'as pas envie. Faut juste se dire, bon, vas-y, cet après-midi, je cale 2 heures, 3 heures s'il faut, où je vais shooter du contenu et voilà, et on va utiliser ça. Et après, je dirais que plus ça va, mieux ça va, parce que plus ça va, plus t'as de contenu, et donc moins t'as besoin d'en shooter. T'as juste besoin de shooter les trucs qui sont en facecam, etc. Mais tu vois, les contenus sur le terrain, les contenus un peu dehors, etc. T'as moins besoin d'en shooter parce que tu peux réutiliser ce que t'avais avant. Donc ça, c'est le côté plus facile. Et du coup, donc, cette personne-là qui s'appelle Anthony, on l'appelle Toto. Et donc, sa société, elle s'appelle Biprod. Maintenant, il vient de temps en temps du coup à Monaco pour shooter un peu de contenu. Et pareil, il vient peut-être une fois par mois. Et après, l'objectif, c'est qu'on puisse, quand il vient, tu vois, essayer de faire deux, trois vidéos d'avance. Et puis voilà, enregistrer ça et enchaîner, quoi. Mais voilà, après, en vrai, ça se fait parce que ça prend pas énormément de temps. En fait, là où ça prend le plus de temps, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, c'est vraiment la partie montage, etc. Ça, c'est ce qui est le plus chiant. Et ça, pour le coup, c'est lui qui le fait. Donc, c'est vrai que ça enlève une grosse épine du pied. Donc voilà. Ouais, justement, j'allais poser la question par rapport à ça. C'était quelle part du côté technique, toi, tu as? Est-ce que tu es sur le montage? Est-ce que tu fais un peu de photos? Du coup, comme tu faisais beaucoup de voyages, est-ce que tu filmes? T'as des connaissances? Est-ce que peut-être même tu as une formation là-dedans, dans de la com, du graphisme, etc. Quelle part dans le technique tu as, Alors, toi? je dirais que sans trop m'avancer non plus, hein, j'ai des bonnes compétences, on va dire, en montage. Maintenant, rien à voir encore avec ce que eux ils font. Mais là, pour le coup, non, je prends aucune part. Alors, je prends un peu des parts sur le côté prise de vue, parce que du coup, je sais un petit peu ce qui marche pas, ce qui marche moins bien, etc. Et puis, on utilise aussi un peu de mon matériel, surtout quand on shoot avec plusieurs caméras, des trucs comme ça. Mais voilà, donc je fais un petit peu là-dessus, mais sinon après sur la partie montage, ils sont bien plus compétents que moi, donc là je les laisse complètement faire et voilà. Mais non, après sur les vidéos, le seul truc que je garde, c'est les vidéos de voyage, parce que c'est mon petit plaisir à moi. Et ça, je le fais toujours 100%. Donc voilà. La dernière que j'avais sortie, c'était l'île Maurice l'an dernier. Là cette année, on a eu une à monter de la Réunion, mais tu vois, je l'ai même pas encore. J'ai à peine commencé là, donc pour te dire, tu vois à quel point le montage, ouais, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps là, pour le coup et c'est la partie qui est la plus chiante entre guillemets, même si à la fois c'est un peu particulier parce qu'à la fois t'es content une fois que tu l'as fait, mais sur le coup c'est un peu chiant. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'avais pas fait que je faisais pas des vidéos avant, alors que ça fait très longtemps que je veux faire un peu des vlogs dans ce style-là. C'est que et en fait, ce côté montage, réussir à faire quelque chose d'assez récurrent et tenir un rythme, c'était difficile avec les délais et puis en ayant les montages. Là, je sais que tu vois mes vidéos de voyage, j'ai toute l'année pour les faire. Il faut juste que je les fasse avant l'été prochain quand je vais revoyager, quoi. En gros, c'est la seule deadline que je me fixe, tu vois. Et puis même si je les fais pas, au pire, c'est pas grave, je m'en fous, tu vois. Là, je m'engage quand même un petit peu auprès des gens qui regardent et des abonnés, d'essayer de faire du contenu où il y a voilà un certain suivi tout au long de la saison, tu vois. Donc il faut que ça sorte. J'aimerais bien sortir une à deux vidéos par mois au minimum, tu vois. Donc faut quand même un sacré rythme, tu vois. Et, aux États-Unis, on a beaucoup, notamment chez les joueurs, les joueurs de basket en NBA, beaucoup se sont penchés vers le podcast Ouais. avec le petit salon, le petit setup qui va bien, des invités à droite à gauche. Est-ce que tu t'es posé la question, toi, justement, ayant peut-être même vécu ça là-bas, est-ce que tu t'es posé la question, YouTube, podcast, YouTube, enfin, quel format t'allais prendre? Non, alors je me suis jamais posé la question par rapport à mes vidéos à moi. J'ai toujours voulu faire du format vidéo, voilà, avec je dirais, des belles images, tu vois, des choses qui s'enchaînent, etc. Maintenant, c'est vrai que l'an dernier à Madrid avec les Français, on s'était posé la question à un moment donné de faire un podcast, tu vois, ça nous intéressait. On a arrêté On, ça. on trouvait.
Ouais, non, non, on trouvait ça une idée vraiment intéressante. Malheureusement, c'est jamais fait, mais qui sait, peut-être qu'on le fera un jour en vidéo avec nous. Eux, ils sont trop là-bas, donc voilà. Mais voilà. Et non, pour le coup, moi, je me suis jamais posé la question. Alors pourquoi j'ai du mal à expliquer? Bah, enfin, si, je dirais déjà parce que je veux pouvoir partager beaucoup de choses de ma vie personnelle et puis le montrer en image, tout. Dans le côté podcast, c'est vraiment bah, toi devant un micro finalement, et puis les gens ils regardent ça, ce qui est aussi intéressant pour avoir du contenu et de la valeur directe, tu vois. Mais je voulais vraiment imager mon contenu et puis j'aime bien j'aime bien ce côté je sais pas, avoir les images. Je pense que les gens ils ont aussi envie de pouvoir se plonger finalement dans la vie d'un sportif professionnel et de voir ce qu'il en est vraiment, tu vois. Et ça dans tous les aspects, tu vois. L'objectif c'est de réussir forcément. Je parle pas que dans le basket, hein, dont j'aurais fait autre chose. L'objectif ça aurait été quand même de monter l'échelle, on va dire, l'échelle sociale si je puis dire. Donc voilà. Et donc c'est aussi de pouvoir montrer ça parce que je pense que c'est inspirant, tu vois. Demain, moi je suis quelqu'un qui est passionné de voiture, tu vois. Une de mes prochaines vidéos, spoiler alert, ça va être sur une de mes voitures. Tu vois, c'est aussi de pouvoir Rouge. partager ça, tu vois, et de peut-être et de pouvoir parler de ça et de le montrer, tu vois. Moi, il y avait un truc que j'avais horreur quand j'étais, enfin, ouais, qui me frustrait plus qu'autre chose quand j'étais plus jeune, c'était alors surtout en France, parce qu'aux États-Unis c'est pas le cas, tu vois. On a peut-être pas la même mentalité aussi, hein, pour le coup, mais c'est qu'il y a des gens qui réussissent, tu vois, et que ce soit dans le basket, encore une fois, dans autre chose. Et tu vois, t'as l'impression qu'ils vivent dans le secret. Genre, ça, il faut pas partager les trucs, il faut pas montrer genre ta réussite, il faut pas montrer ce que t'as réussi à atteindre et à avoir, etc. Tu vois. Et pourtant, tu vois, moi, ça m'a toujours intéressé de voir, ok, ce mec-là, il a ce niveau de vie, il a réussi à faire ça dans la vie, il a réussi à avoir ce niveau de vie, tu vois. Et c'est de pouvoir partager ça, parce que je pense que c'est inspirant, tu vois. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui, je pense, ont une conception erronée de ce que par exemple peut gagner un sportif ou un basketteur professionnel, tu vois, ou de comment il vit, etc. Tu vois. Et les gens ils vont se dire ah vas-y c'est t'es basketteur pro, tu vas vivre dans un palace avec 45 voitures et voyager en jet privé tous les jours, alors que c'est pas le cas, tu vois. Ou à l'inverse, t'as d'autres gens qui se rendent pas compte dans l'autre. Enfin, tu vois. Donc c'est de pouvoir montrer aussi la réalité. En fait, moi je veux pouvoir. L'objectif au travers de ma chaîne, c'est de pouvoir montrer au maximum la réalité, tu vois. Alors, et la seule zone d'ombre, et ça je l'ai toujours dit, la seule zone d'ombre qu'il y aura, que je suis obligé d'avoir parce qu'on est dans un sport collectif, c'est bah, tout ce qui concerne mes coéquipiers, ce qui ne me concerne pas moi directement finalement, et ce qui concerne l'équipe, tu vois, ce qui concerne vraiment l'intérieur de l'équipe, tu vois. Forcément, tu veux pas en parler, notamment en saison, tu vois, encore plus. Donc voilà, parce qu'il y a des choses qui sont privées pour l'équipe. Mais j'aimerais bien essayer de partager un maximum de choses, tu vois. Je voudrais pouvoir parler aussi du fait d'être papa et d'être à la fois joueur professionnel, tu vois. Donc tous ces aspects-là, en fait, que les gens voient pas forcément ou ont pas l'habitude de voir. Et voilà, partager mes passions, partager tout ça, tu vois, partager mes voyages, partager comment je me sens avant, après un match, un maximum de choses dans ce que je peux partager, on va dire. Parce que forcément, comme je dis, il y a toujours. Je disais, je crois que je l'ai noté sur ma bio de chaîne YouTube. Genre, c'est avoir je serai honnête à 95%. Et les 5%, ce sera cette zone d'ombre que je où je ne peux pas ou que je vais omettre. C'est pas que je vais pas être honnête, c'est que je vais omettre, tu vois. Parce que voilà, enfin, pour des raisons logiques, je pourrais pas en parler, tu vois. Mais voilà, essayer de montrer un maximum de choses et surtout pourquoi je veux le faire au travers de cette chaîne YouTube, parce que quand tu fais une interview avec des médias, quand tu fais même un podcast comme ça, enfin que tu fais toutes ces choses-là, c'est forcément retravaillé par quelqu'un d'autre que toi-même, tu vois. Si c'est pas moi qui le sors, Mm. c'est retravaillé par quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ça va être retravaillé par le média, et donc ils vont entendre ce qu'ils veulent entendre, ils vont partager ce qu'ils veulent partager aussi, etc. Que ce soit je dis ça que ce soit avec un œil mauvais entre guillemets ou sans faire exprès, tu vois, de façon voilà. Mais forcément, ce sera retravaillé. Et donc l'objectif, c'est vraiment pouvoir que les gens puissent aussi l'entendre de ma bouche, tu vois. Que, ils voient que ce que je dis, c'est la réalité et comment moi je ressens les choses, tu vois. Donc voilà. C'est vraiment l'objectif, c'est ça. Voilà. En tout cas, c'est une vraie réussite. En tout cas, pour personnellement, Romain l'a dit aussi tout à l'heure, c'est ultra quali, c'est dynamique. Alors, il y a toute la partie montage, comme tu disais, mais ça marche aussi parce qu'il y a du contenu qui va avec. C'est vraiment un ensemble ultra cohérent.
Et là, franchement, on se frotte les doigts. Il y a la grosse saison de Euroleague qui va arriver avec Monaco. On se frotte les doigts à l'idée d'avoir un petit peu de contenu, peut-être même des ambiances dans certaines salles où tu vas pouvoir aller. Franchement, on se frotte les doigts parce qu'il y a pas de contenu en Europe. Alors, il y a quelques joueurs qui sont sur des podcasts à droite à gauche, mais au final, bah, pour nous, Français, il n'y a pas grand-chose. On mérite ça, malgré tout. Donc, merci pour ce contenu, c'est vraiment top, quoi. Ouais, bah, c'est l'objectif, c'est là aussi ce que je regardais, hein, c'est que en France, même tu regardes dans les autres sports, en contenu francophone directement d'athlètes, de personnes comme ça, il y a peu de choses, en fait, il y a très peu de choses. Et moi, le vrai retour, en fait, finalement, ce que tu regardes, c'est, il a fallu à Pau, parce que moi, je me motivais énormément avec ça et je m'inspirais, même plus que me motiver, énormément avec ce genre de vidéos et ces retours de ces personnes-là. Mais tout ça, c'était toujours en anglais. Toutes ces vidéos, allez, il y a quelques chaînes en France que j'écoutais, mais c'était jamais, tu sais, c'était jamais des personnes qui étaient à l'intérieur. C'était toujours, je sais pas, si tu connais la chaîne Sony Court, par exemple, tu vois. Donc quelqu'un de l'extérieur qui vient, qui fait de la motivation, qui fait des choses comme ça. Alors, c'est intéressant, mais t'as pas le ressenti, le vrai ressenti. Et il fallait toujours que j'aille bah, sur des chaînes américaines, enfin des chaînes ouais, soit américaines, soit anglaises, soit peu importe du contenu anglais. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup, je pense, de jeunes ne parlent pas forcément anglais ou ne comprennent pas, parce que ça parle vite dans les vidéos, ne comprennent pas forcément ce qui se dit, etc. Et c'est un manque, tu vois, c'est un manque. Et moi, je l'ai vraiment ressenti et je me suis dit, mais si personne fait ça en France, pourquoi moi je le ferais pas? Je peux pas dire, ah ouais, c'est con, personne le fait. Et moi, alors que j'ai l'opportunité de le faire, en plus, qui aime bien la vidéo, qui est, je pense, disposé justement à faire ça, ne pas le faire, ce serait dommage. Donc voilà. Euh, du coup, tu vas nous proposer du contenu sur Monaco, mais on sait qu'il y a eu des appels du pied de Zvezda et du Maccabi. On aurait pu avoir des ambiances encore différentes. Mais tu t'es engagé sur 3 saisons avec Monaco. C'est pas rien. C'est un combo de projets sportifs puisque l'équipe est ambitieuse et aussi de stabilité. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaitais, toi, en rejoignant cette équipe? Alors, projet sportif, totalement. C'est-à-dire que l'objectif est clair et net et précis, c'est gagner l'Euroleague. Ça, il y a aucune question par rapport à ça. Maintenant, la stabilité, en fait, sur les dernières années, j'ai eu tendance à penser que être signé de une année de contrat, par exemple, tu vois, c'était toujours très bénéfique parce que ça te permettait de, entre guillemets, faire des culbutes, si tu veux. C'est-à-dire que tu fais une bonne saison, tout de suite tu peux re-signer ailleurs, un meilleur contrat, avec un meilleur rôle, etc., etc. Tu vois que quand tu es plusieurs années en contrat, bah t'es toujours un peu bloqué par ton contrat, tu vois. Alors l'avantage c'est que si ça se passe mal, bon bah t'es sécurisé par ton contrat. Si ça se passe bien, souvent t'es un peu emmerdé. Donc voilà, j'ai toujours eu ces dernières années, c'est vrai que bah tu vois les 2 dernières années ça a été des contrats de 1 an et j'étais très content de ça, tu vois. Quand j'ai signé au Real Madrid pendant 1 an, maintenant c'est vrai que aussi et ça, pour le coup, c'est une réalité. Quand tu commences à avoir un enfant, quand tu commences à avoir une situation qui change un peu, tu te dis, bon, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir plusieurs années de contrat et d'être sécurisé un peu. Et surtout, parce que je me souviens que notamment à Pau, putain, ça c'était vraiment ma hantise. C'était, t'arrives en fin de contrat, t'as fait une grosse saison, tout le monde t'appelle pour te dire, va te proposer des contrats, des trucs, machin. Là, tu sens que ton agent, il est à l'aise, tu vois, il est content, il est bien. Et que il te reste quelques matchs que en soi tu joues rien en plus à Pau on jouait rien à la fin et tu te dis putain là il y a juste un peu il faut pas que je me blesse parce que si tu te blesses là t'es cuit là t'es là t'es mort tout s'arrête tu vois d'un coup et des situations comme ça on en a vu à l'appel hein. Donc voilà et c'est vrai que jouer avec cette hantise à la fin de chaque saison c'est pas facile tu vois c'est dur et c'est chiant et c'était pareil à Denver hein, les derniers matchs que je faisais avec la G League à la fin. Putain, et tu veux prouver, tu veux montrer, etc. Mais tu te dis quand même, putain, il faut pas que je me blesse parce que bah on sait jamais quoi, tu vois. Voilà. Et encore bon, là, ça allait parce que pour le coup, la G ça finit en avril, donc au pire, même si tu te blesses, bon, t'avais un peu de temps pour revenir. Mais au Real, c'était à nouveau pareil. Les derniers matchs de la saison, bon, bah voilà, tu te dis, bon, les derniers matchs de la saison au Real, je les ai pas joués, donc comme ça, il n'y a pas de risque. Mais voilà, tu vois, donc c'est toujours un peu cette situation où c'est vrai que t'as le fait d'avoir plusieurs années de contrat, c'est aussi sécurisant, mais tu vois, moi, j'ai tendance à dire, et c'est pas contre le club dans lequel je suis à chaque fois, tu vois. Là, c'est pas contre Monaco que je dis ça, tu vois. Je me sens très bien à Monaco, il y a pas de problème.
Mais quand je signe 3 ans, je dis à chaque fois, ouais, mais l'objectif c'est pas de rester, tu vois. Genre, quand je dis l'objectif c'est pas de rester, ça veut dire que l'objectif c'est de faire une très très bonne saison et qu'à la fin de l'année, bah, j'ai des grosses propositions que, voilà, même si j'ai plusieurs années de contrat, que potentiellement une équipe qui dit, bah, moi, je pose de l'argent pour ton buyout, ou que Monaco me dise, bon, bah, écoute, nous, on veut te refaire ton contrat, on veut renégocier. Tu vois, j'ai cette volonté de me dire, en fait, dans ma tête, pourquoi je dis ça? Je dis ça pour me dire, en fait, dans ma tête, comme si j'avais qu'une année de contrat, tu vois. Et tu vois, je veux pas rentrer dans ce truc où des fois, il y a des joueurs qui, pareil, j'en ai connu, hein, des joueurs comme ça. Ils ont 3 ans de contrat, 2 ans, tu les vois pas, et la dernière année, allez, c'est bon, là, on carbure parce qu'il faut refaire, il faut retrouver un, tu vois, c'est pas l'objectif, tu vois. C'est pas, l'objectif, c'est pas ça, tu vois. Moi, je veux pouvoir continuer de progresser. Mon premier objectif, c'est ça, c'est continuer de progresser. Et donc, par rapport à ça, dans ma tête, en fait, je prends les saisons une par une maintenant, tu vois, à chaque fois. C'est plus facile quand t'as qu'une seule année de contrat, parce que, bah, c'est clair et net. Maintenant, là, tu vois, j'en ai 3. Mais je me concentre que sur cette année, tu vois. Dans ma tête, je suis à Monaco que cette année, tu vois. Et je serais très content. Tu vois, j'ai pas envie qu'on ait la sensation que ça y est, ça se passe pas bien, que j'ai envie de partir ou quoi. C'est pas ça, tu vois. Mais c'est que je veux pouvoir avoir la meilleure saison possible. Et pour faire ça dans ma tête, il faut que je me dise que je suis là 1 an, tu vois. Donc Ouais, c'est aussi ça. on sent que c'est très personnel et très motivationnel. Toujours, on garde ce petit fil rouge. C'est une histoire de se motiver toi-même et te challenger un petit peu. Donc, C'est ça. enfin, je sais pas toi, dame, mais moi, le message, il passe comme ça. Donc, je l'ai compris ainsi, hein. Tu passes de Chus Mateo à Sacha Obradovic. Ça fait, allez, 1 mois et demi, 2 mois peut-être que tu commences à l'avoir. Est-ce que c'est un des coachs les plus durs que tu as eu ou alors on se fait une fausse idée de ce coach? Dur, j'aime pas ce mot dur. Je dirais exigeant. Parce qu'il est pas dur. Il est pas dur. Il est exigeant. Il est très exigeant. Et, et à juste titre, tu vois. En fait, c'est la première fois, je pense, que j'ai un coach qui est comme ça c'est sûr, mais qui pousse le truc aussi loin, tu vois. C'est-à-dire que tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est tout le temps l'exigence, tout le temps au maximum, tout le temps essayer d'être la meilleure version de soi-même, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maximum focus, maximum travail, maximum, tu vois, tout, la précision, tout le temps. Et c'est tellement intéressant, en fait, tu vois, parce que tu vois un mec mais qui est tout le temps dedans, en fait, tu vois. Tu gagnes ton match, il est déjà sur le prochain, tu vois. Tu fais une super performance, il est déjà sur la prochaine, tu vois. Et c'est top, en fait. C'est hyper, je trouve que ce coach est hyper inspirant, tu vois, par rapport à ça. Ça Parce que rejoint cette aussi ce que tu nous as capacité, dit. C'est complètement ce que mais tu nous as dit. totalement, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui est, je suis hyper content de l'avoir à ce moment-là de ma carrière, tu vois, parce que je pense que peut-être que je l'aurais eu à un autre moment, en étant beaucoup plus jeune, etc. J'aurais peut-être réagi différemment ou j'aurais peut-être moins compris, etc., tu vois. Mais dans la logique dans laquelle je suis aujourd'hui, je vois en fait ce qu'il veut amener, tu vois, et ce qu'il veut, tu vois. Je vois l'envers entre guillemets du décor, tu vois. Je vois au-delà de juste tu gueules, machin, etc. Tu vois. Je vois vraiment ce qu'il essaye d'amener, et ce qu'il essaye d'apporter, et ce qu'il essaye d'être en fait simplement, et d'insuffler, je dirais, comme identité à son équipe. Et c'est tellement inspirant. Mais tu vois en fait quelqu'un qui a un objectif en tête et qui va tout donner pour l'atteindre et tout donner tout le temps. Tu vois. Et je me demande, tu vois, admettons, on gagne l'Euroleague cette année, je regarderai d'un œil, mais extrêmement attentif, sa réaction, allez, peut-être pas le soir même, mais au lendemain du match. Voir, Et tu vois, saison comment, prochaine. est-ce que il switch, ouais, non, mais c'est ça, est-ce qu'il switch déjà directement sur le prochain truc, ou pas, tu vois. Mais non, non, mais pour ça, c'est tellement intéressant, tu vois, et alors des fois, tu vois, tu vas dire, ah, mais il fait trop, là, tu vois, c'est trop, ça sert à rien, tu vois, mais tu réfléchis un peu après et tu te dis, en fait, le mec, il veut pas lâcher 1 centimètre, en fait. C'est ça le truc. À aucun moment, il veut lâcher un seul centimètre, un seul millimètre, tu vois. À aucun moment, il veut que tu redescendes un petit peu, tu vois, ou quoi. Donc, c'est hyper inspirant et non, c'est trop intéressant, ouais. J'aime beaucoup, tu vois. Moi, enfin, sincèrement, j'aime beaucoup, tu vois. Et comme dit, tu vois, c'est des fois, ça peut être, tu peux te dire que c'est trop, qu'il en fait trop, ah, mais, mais quand tu comprends pourquoi ou ce qu'il essaye de faire,
pense que c'est la bonne chose à faire. Surtout avec l'équipe qu'on a, qui est une équipe où il y a énormément de talent, tu vois, où il y a beaucoup de joueurs, où voilà. T'es obligé, je pense, d'être comme ça pour éviter que les mecs se relâchent, tu vois, parce que t'as gagné un match de championnat en championnat de France, tu vois. Donc, l'objectif, il est beaucoup plus loin que ça, tu vois. Et donc, pourquoi, en fait, la question, c'est pourquoi d'un coup se relâcher alors que t'es encore tellement loin de ton objectif, tu vois. Et là, je l'ai eu que pour 2 mois, comme tu dis. Donc en soi, on a rien fait encore. On a rien fait du tout. Mais c'est tellement facile de se relâcher, tu vois, parce que t'as fait une bonne performance, parce que l'équipe elle est à 5 sur 5 en championnat. Peu importe. Mais l'objectif, c'est de gagner l'Euroleague. On n'avait pas commencé l'Euroleague. Tu peux pas commencer à te relâcher déjà dès aujourd'hui. Donc non, non, c'est trop intéressant. Franchement, moi j'aime beaucoup, tu vois. J'aime beaucoup. Et c'est impressionnant en fait, tu vois. Du coup, on a compris. Justement, là, L'objectif. Ah, ouais. pardon, vas-y, Dame. Non, non, non. Ouais, comme allait dire Romain, l'objectif, c'est l'Euroleague. Ça, tu le dis clairement. Vous avez terminé troisième sur la dernière édition. Vous avez dû être scouté différemment. Vous êtes attendu. Et j'ai l'impression, surtout toi, parce qu'à écouter un petit peu ce qui se dit dans les podcasts étrangers, européens, américains, t'es ce petit truc qui va manquer à Monaco, notamment sur le shooting, ce qu'ils avaient essayé de faire avec Adrien Moirement, avec Blossom Game au départ, dans l'idée qu'ils se faisaient de ce joueur-là. Donc, il y a beaucoup d'attentes à ton niveau. Est-ce que du coup, vous avez pris conscience que vos adversaires vont être sur une autre approche face à vous, surtout avec ce niveau de relique qui est incroyable ces dernières années? Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. De toute façon, et le coach, il le répète très bien et il a totalement raison. C'est-à-dire que là, autant l'an dernier, tu vois, ils sont arrivés et ils ont surpris par leurs résultats. Et c'est marrant parce que moi, j'arrive là, tu vois, alors, bon, en plus en ayant gagné l'Euroleague l'an dernier, mais j'arrive dans le club et tu sens que tout le monde est très content du résultat de l'an dernier, tu vois. Et toi, t'arrives un peu là et tu te dis, mais les gars, ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas de finir troisième, tu vois. L'objectif, c'est pas de perdre en demi-finale de Final Four. Et je comprends que pour un club, entre guillemets, si jeune, c'est déjà, c'est énorme. C'est comme si moi, sur mes dernières années au Mans, on était parti en Euroleague et qu'on était arrivé troisième. Ça aurait été incroyable, tu vois. Et j'aurais été le premier à dire, mais c'est incroyable ce qu'on a fait, tu vois. Mais, euh, mais je comprends aussi que ce club-là a une ambition de progrès, de continuer d'avancer. Il a aussi un budget qui est conséquent, qui le place aujourd'hui dans les top équipes d'Euroleague. Donc voilà. Maintenant, il faut tout de suite se reconcentrer. Et par rapport à ça, cette année, ils vont être attendus. Et ça va être tellement plus difficile que l'an dernier parce que l'an dernier, tout était à faire. C'était des outsiders, tu vois. Tout était à faire. Là, cette année, tu vois, c'est facile d'arriver avec cet esprit de, ouais, on a déjà construit quelque chose, on est déjà une équipe, tu vois, on est déjà quelqu'un, ça y est, tu vois, et de se sentir entre guillemets plus que ce qu'on est réellement, alors que c'est pas ce qui nous a amené là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir faire très très attention. Et voilà. Après, pour ma part, j'essaie d'être le plus concentré possible sur l'objectif final, tu vois. Et encore une fois, je m'inspire beaucoup pour le coup du coach, tu vois, sur justement ce côté-là, sur le côté tout le temps au maximum, tout le temps, jamais rien lâcher, tu vois. On soufflera à l'intersaison, tu vois. Là, ça y est, on est reparti là, c'est à fond jusqu'au bout, tu vois. Donc voilà. Mais clairement, ça va être bien plus dur. Ça va être bien plus dur. Quand tu dis que t'es concentré et que voilà, vous êtes tourné vers l'objectif, même si c'est pas de l'Euroleague, 5 matchs de championnat, vous êtes à 5 victoires, mais toi particulièrement, sur 5 matchs, t'es déjà 2 double-double. Donc t'as l'air d'être plutôt bien aussi et à l'aise dans ton basket, dans le système de Monaco. Ça va, t'as pris tes marques et est-ce qu'on t'a déjà donné ton rôle ou est-ce que t'es encore en train de le chercher un petit peu? Alors, c'est très particulier parce que, je rebondis tout de suite sur le rôle, hein, parce que au tout début de saison, le premier match, on avait zéro poste 5, vrai poste 5. Dimo était pas là, Don Taol était blessé, Mam était blessé. Donc en gros, c'était moi et JB au poste 5. Un poste que je peux jouer, hein, sans souci, hein, mais qui est pas le Oui, le poste que je vais jouer naturel. a priori toute la saison, avec 3 postes 5 et puis plutôt des bons postes 5. Je pense que c'est pas le rôle que je vais avoir vraiment cette saison. Donc voilà, et puis ça a shifté un peu plus à chaque match, puisque le match d'après, Dimo est revenu, le match d'après, c'est Dante qui est revenu.
Et là, il y a encore Mam qui va revenir. Donc voilà, mon rôle va encore un petit peu évoluer. Maintenant, oui, oui, c'est quand même mon rôle est quand même assez clair. Hein. De toute façon, c'est sûr que ils vont utiliser et avoir besoin de cette capacité de shoot que j'ai, et puis aussi, je pense, cette capacité que j'ai à aller au rebond. Voilà, ça c'est vraiment les deux gros points sur lesquels je veux beaucoup appuyer. Et voilà, mais non, non, clairement, je me sens extrêmement bien dans cette équipe. J'ai été choqué, étonné, tout ce que tu veux de, euh, de l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe. En fait, il y a une super ambiance. C'est vraiment une super ambiance. Euh, c'est très très agressif, c'est très très compétitif, je dirais. On a beaucoup de joueurs très compétitifs sur le terrain et ça fait que c'est très intéressant. Tout le monde veut donner un maximum. On a beaucoup de joueurs qui sont quand même relativement jeunes encore. Donc, tu vois, c'est pas comme à Madrid, c'est pas la même physionomie d'équipe du tout. Donc, tout le monde a très faim. Mais et en fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, si t'arrives sur le terrain, que ce soit en entraînement, que ce soit en match, etc., tout le monde a vraiment très très faim. Tu vois, tout le monde est très combatif entre chacun, tu vois, forcément. Il y a beaucoup de compétition. Mais à la fois, en fait, dans le vestiaire, mais les mecs, c'est les meilleurs amis du monde, tu vois. Et ouais, ça, c'est vraiment particulier, tu vois. C'est génial, c'est top. Donc non, non, et puis tout le monde m'a accueilli à bras ouverts, pour le coup, sincèrement. Alors, les Français, je les connaissais tous. Mais les Américains, c'est tous des crèmes. Enfin, sincèrement, même les mecs que je pensais, tu vois, qui, quand tu les vois sur le terrain, te paraissent plus solitaires ou plus, je sais pas, tu vois. Bah, au final, c'est des super gars. Donc, non, génial. Franchement, de ce côté-là, je pense que c'est une des meilleures ambiances que j'ai vues pour l'instant. Ouais, ça fait partie des tops, en tout cas. Bon, c'est cool, et dans la quête d'un titre, c'est déjà un bon point. Ben, C'est sûr. du Bah, coup, surtout qu'ils aient pas changé l'effectif, quoi. oui, Donc, aussi. c'est ça qui est difficile aussi à chaque fois, quoi. T'as une équipe qui marche bien, derrière, tout le monde se barre, quoi. Là, ils ont réussi à garder une ossature, plus qu'une ossature, je dirais, parce qu'il y a que deux joueurs qui sont partis et ils en ont ajouté quatre. Donc voilà, mais non, non, c'est génial. Vous allez attaquer votre campagne vendredi, direction Valence, et nous, on se délecte déjà d'un duel franco-français au poste 4. C'est... Bah oui, tu vas tomber contre Damien Inglis, qui lui a remporté l'Eurocup l'année dernière, toi l'Euroleague avec le Real. On a déjà hâte. Vous en avez déjà peut-être parlé, je sais pas, ou vous êtes déjà un peu trash talk par message? Même pas pour le coup. Même pas, mais bon, ça risque d'arriver sur le terrain. Mais non, 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 Damien en plus, putain, ça fait... Attends, on est quelle année là? 2023? Ça fait plus de 10 ans que déjà que je joue contre lui, avec et contre lui. Donc non, non, ça va être intéressant, c'est cool. Puis bon, lui, il arrive à Valence, ça va être sa première expérience en Euroleague, Oui. si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ça va être cool, ça va être intéressant. On parle de Français. À Monaco, tu as Terry, Yacouba Ouattara, comment, Elio Kobo. Ouais. Est-ce que tu vois où on veut en venir? L'an prochain, il y a une petite compétition qui se passe en France. Est-ce que vous en avez déjà discuté? Parce que c'est forcément l'objectif, surtout qu'on voit beaucoup, notamment Nicolas Batum sur les médias, parler de beaucoup de ça. Tu mettais en avant la compétition au sein de Monaco, mais lui, il en parle au sein de l'équipe de France. Tout ça se croise. C'est un objectif pour toi, tout simplement? Ouais, bon, je dirais qu'il y a peut-être des portes qui se sont ouvertes avec la dernière compétition là, avec le mondial. Mais non, non, enfin, faut dire qu'il y a des portes qui sont ouvertes, pas vraiment, mais c'est juste que ça a rebattu un peu les cartes, on va dire. Maintenant, oui, c'est un objectif, c'est clair. À mon poste, comme tu le sais, c'est extrêmement chargé. Là où sur d'autres postes en équipe de France, c'est peut-être plus simple, mais à mon poste, c'est extrêmement voire extrêmement chargé. On va savoir ça bientôt, je crois. Mais oui, oui, ça reste un objectif. Maintenant, voilà, j'essaie de pas, d'une, je me concentre pas énormément sur l'équipe de France, même si c'est un objectif. Je pense que, enfin, encore une fois, les cartes ont été un peu rebattues, donc je sais pas comment ça va se passer là, enfin, l'été prochain. Mais jusqu'à maintenant, ça a toujours été quand même l'objectif de, bon, déjà de garder une certaine ossature dans l'équipe de France, et puis de deux, récompenser
les mecs qui ont fait des grosses saisons, hein, on l'a vu avec Mathias, on l'a vu voilà avec même avec bon enfin Terry c'était un peu différent mais quand même donc voilà donc je pense que le meilleur moyen pour moi d'avoir un maximum de chance en équipe de France c'est de faire la meilleure saison possible donc et puis pour faire la meilleure saison possible c'est bah, voilà de se concentrer tous les jours sur le travail à faire etc donc voilà donc c'est vrai que c'est un objectif mais c'est pas un objectif sur lequel j'ai je veux dire, ça sert à rien d'y penser plus que ça, finalement, en fait. Si j'atteins mes objectifs, les objectifs que je me suis fixés sur la saison, ça pourra suivre. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé à Pau quand j'ai fait les JO. J'ai travaillé, l'équipe de France était absolument pas dans ma tête à ce moment-là. Je me disais absolument pas que je pourrais faire les JO au Japon à la suite d'une saison à Pau. J'étais mais à des années-lumière de penser ça. Et bah tu vois que les choses se passent et qu'au final ouais, tu fais l'équipe alors au cours de circonstances ce que tu veux etc mais ça se passe tu vois alors que on n'aurait pas travaillé comme ça serait pas passé donc voilà je suis un peu dans la même approche on verra ce qui se passe c'est pas j'ai pas besoin d'y penser maintenant en fait si tu veux. Oui c'est un objectif il est dans ma tête qui part un peu plus loin mais voilà il y a beaucoup d'autres choses à faire en attendant. On a un petit jeu avec nos invités. Je ne sais pas si tu as, si t'as déjà entendu parler de tout ça, mais on leur demande à chaque fois un 5 majeur en t'incluant dedans. Donc, tu es déjà poste 5 de ce 5 majeur, mais de constituer un 5 majeur de joueurs avec qui tu as joué, que tu as côtoyé. Et voilà, tu pars à la guerre, bah, justement, conquête de l'Euroleague. Ah Et tu dois construire cet effectif de joueurs avec qui tu as pu collaborer. Je tiens à préciser que plus ça va, plus nos invités font des rosters complets. Donc c'est toi et ton inspiration maintenant. Et tu peux ouais, te mettre dommage poste tu 4 m'aurais si tu demandé veux. à C'est oui, j'ai bien compris. Tu m'aurais demandé un 5 majeur pour aller m'amuser en départemental 3, truc, je t'aurais trouvé un truc direct. Là, ça va être plus compliqué. Euh, alors, je vais commencer par le poste 5. Poste 5, je mets Edith Tavares. Voilà. Bon choix. Il faut que ce soit des joueurs avec qui j'ai joué. Oui, oui, oui. Oui, des c'est gars que ton t'as 5, kiffé, c'est ton 5. C'est tu pars en Euroleague, tu pars pour Ouais. chercher la coupe, t'emmènes qui? Ouais, moi, j'ai pas fait 10 ans d'Euroleague, les gars, donc j'ai pas. mais ça peut être non, mais ça peut être J'ai moins. Pau, ça peut être Le Mans, ça peut être Oui, oui, mais bon, du coup, forcément, des joueurs qui ont joué à Pau seront moins performants que des joueurs qui ont joué en Euroleague. Ah, Logique. Bah, je vais faire le même 5 que l'an dernier, hein, on a gagné l'Euroleague, donc apparemment ça marche bien. Alors, sincèrement, donc, ouais, Edith Tavares en poste 5 ça c'est sûr. Derrière, attends, je suis en train de réfléchir à un meneur. Ah, bah si, ça peut marcher. Je vais mettre Facundo Campazzo, je vais jouer avec lui à Denver, ça marche. Euh, Ça peut être des joueurs de NBA, du bah coup. évidemment puisque tu as joué avec eux. Ah oui, ah, bah, ouais, bah, du coup là, je suis obligé de switcher. Edith Tavares, je le renvoie au vestiaire et je prends Nikola Jokic. ouais. Ah Évidemment. bon? Ah, tu peux le mettre Non, sur non, le bah, banc, Tavares. bah, Tavares sur le banc. Allez, ça va en bout de banc, ça. Euh, du coup, bon, deuxième poste 4, je prends Gershon, forcément. Je vais prendre Jamal en poste 2, poste 1-2. Ouais, Fakou, je garde quand même Fakou. Poste 3, poste 3. Toi, je mets Aaron Gordon, que je mets en poste 3, sur les postes 3-4. Toi, je mets Mario Hezonja. Ouais. Ça devient Mais costaud comme roster. non, je vais prendre Aaron Gordon quand même. Je vais prendre Aaron Gordon. Pas les mêmes joueurs, mais ouais, Aaron Gordon. Et après, qu'est-ce qui me manque? Bah, après, bah, il me manque tout un banc, du coup. Donc attends, j'ai dit Fakou, Jamal, Jamal. Aaron, moi, Jokic. Ah, pas déjà, je crois. Gershon. Ouais, ouais, alors, sur le banc, du coup, parce que je suis obligé de mettre dans le 5. Euh, Gershon, Eddy,
avec trois autres joueurs, un autre joueur, je vais mettre un autre meneur. Ouah, j'ai envie de mettre Chacho quand même, hein. Le Chacho Playoff, je mets Chacho Playoff en ligue, parce qu'il Ah a été oui, voilà. tellement incroyable pendant les playoffs. C'est comme C'est, Schroeder FIBA, c'est ouais, Tchatcho Playoff. ouais, c'est ça. Poste 2. Ouah, poste 2. Ah oui, attends, mais je pourrais récupérer aussi dans l'équipe de France, du coup. Je vais jouer Ah avec. bah oui, ouais. Eh oui. Alors, on recommence. Hmm. Ah, dans ce cas, je mets Thomas Hurtel en meneur à la place de Chacho. Allez, Thomas Hurtel et poste 2. Ah, il manque un 2 et un 3 pour le banc. c'est Poste ça. 2 et 3. 3, j'ai envie de... Ouais, non, je peux pas mettre... J'allais dire Nico, mais je peux pas mettre Nico parce que j'ai déjà un Gordon en poste 3. Donc ça va faire trop de... T'avais parlé de Mario. Ouais, sinon je mets Mario. Ouais, c'est deux joueurs différents. Je vais mettre Mario. C'est quoi ça? Mario, et il me manque un poste 2 toujours. Poste 2. J'ai envie de mettre un mec. J'ai envie de mettre Marcus Howard. Juste parce que le mec, tu sais qu'il va te planter des 3 points à tout bout de champ. Ah bah tu Donc, vas faire plaisir à du monde là dans la team. ouais, je vais mettre Marcus Howard, c'est quoi? Parce que t'as Alors toujours moi, je besoin d'un pensais que mec t'allais comme envoyer ça, un tu mec vois. de Pau qui vient juste pour faire le 10e et bon, il fera pas de temps de jeu, mais au moins, c'est le copain de Pau. Ouais, j'avoue, je pourrais mettre Rémi Lesca. Comme ça, il pourra faire à la fois joueur et à la fois assistant coach. Et arbitre à ses heures perdues. Donc, ouais, non, mais ouais, je pense que je pars comme ça. Avec Ça sent Marcus Howard en poste de la future réunion de bons copains pour aller titiller Boris Diaw et sa team à Biscarrosse, là. On le sent venir à plein nez avec Rémi Lesca, Peter Corneli face à Ah Boris bah, Diaw. ah bah, je te jure, l'équipe, elle est simple. Ah bah, franchement, une équipe comme ça, je me referais l'équipe qu'on avait à Pau, sincèrement, en fin de saison. Oh là là. Tu vois, je parlais des ambiances, des bonnes ambiances qu'on avait dans les équipes. Ça fait aussi partie des top ambiances qu'on avait. L'équipe avec Rémi, Diguet, Gérald Ayayi, Jérémy Leloup, Amadi Ndiaye, tous ces gars-là, mais des mecs en or, mais incroyables. Ouais, en tout cas, vu comme c'est parti là, la saison, on n'a pas eu le droit à Madrid, les copains, parce que vous étiez tous ensemble. Là, Fabien nous disait ça, vous faisiez souvent des soirées ensemble. Donc, on n'a pas eu le podcast ensemble, mais tu peux faire ça avec les copains de l'EDF, Terry, Yacouba et compagnie. Tu peux faire ça. Si tu as envie de faire un épisode spécial, tu C'est peux. vrai. On est preneur cette fois-ci. On ne veut pas rater deux fois l'occasion. Ouais, ça me paraît une idée, en vrai. C'est vrai. Ce serait Bon bah intéressant. écoute, Peter, merci de ton temps, merci de nous avoir accordé ce petit entretien. C'était très enrichissant sur la partie YouTube, mais aussi sur ta mentalité et sur la future saison à venir. Donc vraiment, merci de nous avoir accordé ce moment. Pas de souci, avec grand plaisir. Et puis, bah, merci à vous, en tout cas, de m'avoir accueilli ici. Bah, c'était un réel kiff. Et puis, bah, j'espère que tu vas réaliser une belle saison. En tout cas, on te le souhaite et d'aller le plus loin possible avec Sans doute. Monaco. Et on suivra ça forcément de très près. C'est vendredi. Damien, merci aussi d'avoir été là avec moi. Je suis pas le plus à On, plaindre. on va continuer nos aventures et on se retrouve très vite pour parler d'Euroleague. Allez, ciao, ciao. Ciao. Salut.